Bienvenue dans ce décryptage cinématographique. Aujourd'hui, on va plonger dans la vie et l'œuvre d'un véritable monstre sacré, Luchino Visconti. Ce qui est absolument fascinant avec ce réalisateur, c'est que toute son évolution artistique a été propulsée par une contradiction personnelle monumentale. Bref, on va entrer direct dans le vif du sujet pour comprendre comment un seul homme a pu réunir en lui deux mondes que tout, mais alors vraiment tout, oppose. Alors, pour saisir le génie de Visconti, il faut d'abord observer cette dualité qui saute aux yeux. D'un côté, on a l'aristocrate, un homme né en 1906, issu d'une des familles milanaises les plus illustres liées aux Sforza. Imaginez un peu, il grandit au milieu des palais, avec la Scala comme terrain de jeu. Et de l'autre côté, on a le marxiste, un homme qui a connu un éveil politique fulgurant, qui lit Gramsci, qui soutient activement la résistance antifasciste et qui devient un pionnier du cinéma engagé. C'est le grand écart absolu, non ? Eh bien, cette friction, ce paradoxe, c'est le carburant principal de tout son cinéma. Au programme de notre analyse, on va suivre son parcours en 6 étapes clés. Le paradoxe Visconti, le choc du néoréalisme, l'esthétisme de la décadence, une petite étude du film Le Guépard, la connexion intime avec la scène et pour finir, l'héritage de celui qu'on appelait le prince rouge. Allez, chapitre 1, le paradoxe Visconti. C'est vraiment la contradiction fondamentale qui a forgé son identité. D'un côté, vous avez cette enfance baignée dans un luxe inouï, l'humanisme classique, la musique, bref, la haute culture. Mais sa vision du monde va complètement basculer quand il voyage à Paris dans les années 20. Là-bas, il fréquente les milieux intellectuels de gauche, il découvre le réalisme poétique français, et l'étincelle s'allume. Il découvre les textes de Marx, il réalise que l'art, ce n'est pas juste faire de jolies choses pour l'élite, c'est aussi un miroir du réel. Et ça va faire naître chez lui un besoin irrépressible de filmer la vérité des laissés pour compte, sans aucun filtre. Ce qui nous amène à notre deuxième chapitre, le choc du néoréalisme, ou plutôt l'exigence éthique de Visconti. Imaginez le contexte. L'Italie est en train de s'effondrer à cause de la guerre. Visconti rentre de France où il a été l'assistant du grand Jean Renoir. Et en 1943, il lâche une véritable bombe cinématographique, Ossessione. C'est tellement brut, tellement ancré dans la misère et la sueur que le régime fasciste de Mussolini le censure immédiatement. Mais il ne s'arrête pas là. En 1948, il sort La Terra Trema. Et là, on frôle le documentaire ethnographique. Il tourne avec de vrais pêcheurs siciliens, dans leur dialecte, pour documenter leur labeur sans fin. C'est un acte de rébellion artistique totale. Et c'est là qu'il faut bien comprendre un truc crucial. Pour Visconti, le néoréalisme, ce n'était absolument pas une mode visuelle, c'était un impératif moral, une exigence éthique. Il fallait à tout prix sortir des studios, arracher les artifices pour filmer le monde dans toute sa crudité. Et surtout, il voulait rendre une dignité immense à ceux qui subissent cette misère au quotidien. C'est d'ailleurs ce qui le différencie radicalement de ses contemporains. Vous prenez Rossellini ou De Sica, eux, ils cherchaient l'émotion immédiate. Ils voulaient vous toucher en plein cœur. Visconti, c'est une autre histoire. Son approche est froidement analytique. Avec son rythme lent, presque obsessionnel, et ses cadres millimétrés comme des tableaux de maître, il voulait disséquer la dynamique des classes. En gros, il ne cherchait pas à faire pleurer, il cherchait à faire comprendre le système. Mais le temps passe et on arrive au chapitre 3, l'esthétisme de la décadence, le grand virage baroque. L'Italie connaît son miracle économique dans les années 50 et Visconti s'adapte. L'évolution est dingue quand on y repense. On passe des rues poussiéreuses et des marginaux luttant pour leur survie à des fresques historiques étincelantes, des salons grandioses, la bourgeoisie, des costumes somptueux et une théâtralité assumée. On pourrait se dire, ça y est, il a oublié ses idéaux. Eh bien, pas du tout. En fait, il retourne sa caméra vers son propre monde. Il utilise cette esthétique opulente, cette beauté écrasante, comme un véritable scalpel pour faire l'autopsie poétique de la classe dirigeante. Prenez un film comme Senso en 1954. Il nous prouve de façon magistrale que l'histoire, la grande histoire avec un grand H, elle ne s'écrit pas seulement sur les champs de bataille ou les barricades. Elle se joue dans les alcôves, dans les salons de luxe, à travers les trahisons intimes et les désirs refoulés de l'élite. Ces décors incroyables ne sont pas là pour faire joli. Ils exposent la pourriture morale et l'orgueil de la noblesse. Et ça nous mène tout droit à notre 4e partie, la synthèse parfaite de ce paradoxe, l'étude de cas du film Le Guépard. Palme d'or en 1963. Et il y a cette réplique absolument légendaire qui résume toute l'obsession de Visconti. Si nous voulons que tout reste tel que c'est, il faut que tout change. C'est d'une lucidité terrifiante. En gros, les révolutions éclatent, le monde tourne, mais au final, le pouvoir ne fait que changer de costume. Les structures profondes d'exploitation restent exactement les mêmes. La boucle est bouclée. Si vous étudiez le cinéma, la scène du bal à la fin du film, qui dure carrément 40 minutes, c'est le manuel parfait de la narration visuelle. Rien n'est laissé au hasard.
Premièrement, la lumière est un personnage en soi. Les bougies s'éteignent petit à petit, annonçant la mort d'une époque. Deuxièmement, la façon dont les foules dansent et se déplacent dessine littéralement les nouvelles hiérarchies sociales à l'écran. Et puis, ces silences, les regards lourds de sens en disent 1 million de fois plus que de longs dialogues sur la mélancolie de cette classe mourante. Passons au chapitre 5, la connexion intime. Parce que oui, toute cette fresque historico-politique est profondément connectée à la vie très privée de Visconti. Visconti, c'était aussi un immense metteur en scène de théâtre et d'opéra. Et sa méthode pour diriger les acteurs était impitoyable. Que ce soit sur les planches ou devant la caméra, il refusait totalement le cabotinage ou les performances superficielles. Pour lui, le plateau de tournage était un laboratoire d'affrontement. Il exigeait de ses acteurs qu'ils aillent puiser une vérité intérieure absolue. Il fallait se mettre à nu, littéralement. Et cette notion de vérité intérieure, elle résonne avec sa propre vie. Visconti a vécu ouvertement son homosexualité à une époque extrêmement conservatrice. Il a rejeté en bloc les conventions bourgeoises pour protéger sa liberté créative. Et sa relation avec l'acteur Helmut Berger, qui deviendra son acteur fétiche, va nourrir ses films les plus intimes. Sa propre expérience de la différence, il va la transformer en thèmes universels magnifiques sur l'isolement et sur la douleur du désir qu'on doit refouler. L'exemple le plus poignant de ça, c'est Mort à Venise en 71. Oubliez la carte postale. Venise y est présentée comme une ville malade. Ses eaux stagnantes, son air lourd, sa lumière crépusculaire, tout ça n'est que le reflet de l'âme du personnage principal, paralysé par son propre désir. Visconti nous montre ici que la beauté, au fond, peut être mortelle. C'est un avertissement brillant sur les ravages de l'obsession. On arrive à notre dernier chapitre, l'héritage de celui qu'on surnommait le Prince Rouge. Visconti s'en est allé en 1976, mais l'empreinte qu'il a laissée sur le cinéma moderne est juste colossale. Regardez cette liste. Des légendes comme Scorsese ou Coppola, jusqu'aux maîtres italiens d'aujourd'hui comme Sorrentino ou Guadagnino, ils ont tous potassé le manuel de Visconti. Ce mélange unique entre des fresques historiques à couper le souffle et une psychologie intime ultra poussée, c'est lui qui l'a inventé. Au final, se plonger dans l'univers de Visconti, c'est se prendre une claque salvatrice. Il nous force à regarder notre monde et son inévitable déclin droit dans les yeux, sans juger, mais pour comprendre. Alors, ça soulève une vraie question pour nous aujourd'hui. Face à nos propres bouleversements sociaux, est-ce que le cinéma contemporain ose encore filmer notre propre décadence avec une beauté aussi radicale et tragique? Voilà une réflexion à garder dans un coin de votre tête pour votre prochaine séance de ciné. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.